Sur France Inter, il est 19h. Sébastien Paour, bonsoir. Bonsoir à tous. Le plus grand camp de réfugiés de Grèce parti en fumée, Moria, sur l'île de Lesbos. 12 000 migrants, peut-être plus, sans toit ni tente. Il y a urgence à les mettre à l'abri. Nous sommes en Grèce et à Bruxelles dès le début du journal. C'était déjà un endroit insalubre prévu pour 3 000 personnes, mais qui en accueillait 4 fois plus. Le camp de migrants de Moria, sur l'île de Lesbos, en Grèce, a donc été presque entièrement détruit par un gigantesque incendie ce matin. Même les bureaux d'accueil et la clinique située sur le camp ont brûlé. Il n'y a pas de victimes, mais... Certains drames sonnent comme un rappel à l'ordre. Quand le camp de Moria part en fumée le 9 septembre 2020, en pleine deuxième vague Covid, ma vie de journaliste et ma vie personnelle sont rythmées par les mesures de confinement, déconfinement et couvre-feu. La pandémie monopolise nos journaux et la situation catastrophique des migrants en Italie et en Grèce est reléguée au second plan. Jusqu'à ce que l'incendie nous ramène à la réalité. Ne rien faire, c'est laisser la situation empirer. C'est aussi ce que comprend la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le 16 septembre 2020, devant le Parlement européen réuni à Bruxelles, elle consacre une bonne partie de son premier discours sur l'état de l'Union à l'urgence migratoire. Les images du camp de Moria sont un douloureux rappel de la nécessité pour l'Europe d'agir en commun. Tout le monde doit faire un pas pour prendre ses responsabilités. C'est ce que la Commission va faire. Mais je veux être claire. Si nous nous engageons, j'attends de tous les États membres qu'ils s'engagent aussi. La migration est un défi européen et toute l'Europe doit faire sa part. La réponse à ce défi, la Commission l'a proposée quelques jours plus tard, le 23 septembre 2020, en présentant au Parlement européen un pacte sur l'asile et la migration. Au programme, un ensemble de textes législatifs destinés à un traitement plus juste et plus efficace des demandeurs d'asile et à une répartition plus équitable de cette responsabilité entre les États membres. Mais comment mettre d'accord les pays confrontés à l'arrivée quotidienne de migrants sur leurs côtes, comme la Grèce, et ceux qui refusent catégoriquement d'en accueillir, comme la Hongrie? Comment accélérer et simplifier le traitement des demandes d'asile sans mettre en danger les droits des réfugiés? Je m'appelle Victor Dequiver, je suis journaliste et j'ai voulu comprendre comment l'Europe a réussi à trouver un compromis sur ce dossier particulièrement clivant. Alors que les questions migratoires monopolisent les débats en vue des élections européennes de juin 2024, revivons ensemble les heures décisives de ces négociations tout juste terminées. Bienvenue dans Décisive, le podcast du Parlement européen qui retrace les prises de décision cruciales pour l'Europe. Saison 4, épisode 4, 24 heures pour réformer la politique migratoire européenne. Retour en septembre 2020. Au Parlement européen, la nécessité d'une réforme de l'asile ne fait aucun doute, mais le pacte proposé par la Commission ne fait pas l'unanimité pour autant. Selon l'eurodéputé Damien Carême, le texte passe même à côté de l'essentiel. Tant la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, que la commissaire européenne nous avaient juré leur grand Dieu qu'il n'y aurait plus jamais de Moria. Or, dans le texte qui nous a été proposé à l'époque, ce qui faisait qu'il y avait Moria, c'est-à-dire la responsabilité du premier pays d'entrée dans l'analyse des demandes d'asile, restait dans ce texte-là. Donc en fait, ça allait continuer, ce qu'on avait vu, et les risques tels que l'incendie du camp de Moria allaient perdurer dans le temps. Cette règle du premier pays d'entrée, c'est ce qu'on appelle le règlement de Dublin. Souvent discuté, parfois réformé, mais jamais supprimé, il impose aux demandeurs d'asile de déposer leur dossier dans le premier pays européen où ils mettent le pied, c'est-à-dire concrètement, l'Italie, la Grèce ou l'Espagne dans l'écrasante majorité des cas. Il fallait qu'on change cette règle-là en ayant un partage, une répartition équitable des responsabilités, c'est-à-dire quand une personne arrive en Europe, qu'elle dépose, qu'elle soit identifiée à l'entrée, mais qu'après, si la personne avait un lien de famille, un lien avoir fait des études, une formation, ou avait déjà résidé dans un pays, ou avait obtenu un visa dans un des pays, puisse être emmené dans ce pays-là, et ce pays-là qui serait en charge de l'examen de la demande d'asile de cette personne pour éviter que ça soit la Grèce ou l'Italie ou l'Espagne qui ait tout ça à faire, parce qu'il y a des dizaines de milliers de demandes à analyser, c'est très long.
Le pacte proposé par la Commission ne s'attaque pas à ce dossier clé, mais il comporte un règlement sur la gestion de l'asile, visant notamment à améliorer le mécanisme de solidarité entre les États membres. Ce texte, Damien Carême y a consacré depuis bientôt 4 ans des jours et des nuits. Ancien maire de Grande-Synthe, dans le Nord, il avait ouvert dans sa ville en 2016 un camp de réfugiés aux normes humanitaires pour accueillir plus de 1700 personnes qui campaient alors dans la boue. Ce sujet lui tient donc très à cœur. Donc mon groupe m'a désigné pour aller être le négociateur sur un des 5 textes du pacte asile-migration. On a plutôt eu une bonne négociation. Pourtant, c'était parti de très loin parce que le rapporteur était lui un membre du PPE, un élu suédois, Thomas Tobé, et que son texte à lui, tel qu'il avait amendé le texte de la commission, était encore plus dur que celui de la commission. Donc il a fallu batailler fort, et avec le rapporteur, notamment SND, des sociodémocrates, qui est Pietro Bartolo, qui est un eurodéputé italien, mais qui était surtout le médecin de Lampedusa et qui depuis 40 ans travaille sur les migrations et voit au quotidien les ravages de la gestion européenne aujourd'hui de la migration. Le nouveau règlement introduit un mécanisme de solidarité obligatoire pour venir en aide aux pays en première ligne. Les autres États membres devront y contribuer, soit en accueillant des demandeurs d'asile, soit en versant 20 000 € par personne refusée. Pour l'eurodéputé Renew Fabienne Keller, ancienne maire de Strasbourg, cette alternative répond à un objectif précis. Ce dispositif prévoyant une amende assez élevée pour un pays État membre qui refuserait d'appliquer la solidarité visait très clairement à empêcher le Premier ministre hongrois actuel, Viktor Orban, de bloquer les discussions. C'est pas très communautaire de prévoir une solidarité avec une exception dès le départ, mais c'était pragmatique sur ce sujet de l'asile et de la migration tellement inflammable dans tous les États membres, dont les extrêmes droites aiment à instrumentaliser. Ils utilisent tous les incidents, comme une arrivée particulièrement nombreuse à Lampedusa il y a quelques mois, en septembre, pour faire peur. Donc Orban aurait très vraisemblablement bloqué la négociation. Il le fait sur beaucoup de sujets. Ces enjeux, Fabienne Keller les connaît bien. Elle a été rapporteure d'un autre texte essentiel du même pacte, le règlement sur les procédures, qui vise à définir le traitement de la demande d'asile des personnes. L'idée, face à l'augmentation du nombre de personnes qui viennent, de créer des centres de manière à traiter rapidement, efficacement les personnes qui, de manière assez évidente, ont peu de chances de recevoir l'asile et de leur proposer de rentrer dans leur pays. C'est l'application des règles, puisqu'on parle de migrants irréguliers qui n'ont pas de droit à entrer, de rapidement prendre une décision, mais tout en respectant l'ensemble de leurs droits dans une procédure mieux conduite, plus efficace. Cette idée d'une procédure accélérée pour les personnes les moins susceptibles d'obtenir l'asile, par exemple lorsqu'elles sont originaires de pays dont les demandeurs d'asile sont moins de 20% à obtenir le statut de réfugié, est critiquée par la gauche. Mais malgré les désaccords, la nécessité de mettre en place des procédures plus efficaces est reconnue par tous. Surtout qu'au beau milieu des négociations, un nouveau drame vient rappeler l'urgence d'une politique migratoire commune. Le peuple des républiques populaires du Donbass a demandé de l'aide à la Russie. J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale. Elle vise à protéger tous ceux qui ont été victimes d'intimidation et soumis à un génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. Pour cela, nous ferons tout pour démilitariser et dénazifier l'Ukraine. Le 22 février 2022, le président russe, Vladimir Poutine, ordonne l'invasion de l'Ukraine, précipitant instantanément des millions de personnes sur les routes. Alors que beaucoup passent la frontière polonaise pour trouver refuge en Europe, l'Union mobilise une directive de 2001 jamais utilisée jusqu'alors, la protection temporaire. La mesure est un succès dont Damien Carême voudrait faire un modèle. On a été capable d'accueillir 8 millions d'Ukrainiens en quelques mois au début du conflit, sans qu'il y ait de soulèvement de quoi que ce soit, sans que ça déstabilise. Et on leur a donné tout de suite aux Ukrainiens, ce qui est très bien avec la directive de protection temporaire, un accès au logement, un accès à l'emploi, un accès à la santé et un petit pécule pour faire face à leurs dépenses de premier ordre. Donc voilà, on est capable d'accueillir dans des bonnes conditions les gens quand on le veut.
Si l'épisode n'a pas fondamentalement modifié le regard des Européens sur la migration, il a quand même eu un impact concret sur l'élaboration du pacte. C'est l'avis de Fabienne Keller. La guerre en Ukraine est arrivée pendant les négociations et on a pris la mesure de l'importance des liens familiaux et ça a conforté dans l'idée qu'il faut introduire dans le règlement, mais surtout bien appliquer cette règle qui permet à un migrant de rejoindre sa famille pour déposer sa demande d'asile. On ne parle pas de regroupement familial, là, on parle de pouvoir être accueilli dans le pays, dans la ville où vit quelqu'un qui est un proche. On a aussi mieux pris en compte le lien culturel, en fait, d'où cette clause de droit à rejoindre un pays dans lequel on a déjà séjourné au moins une année complète dans le cadre d'une scolarité. Donc ça, c'est vraiment la leçon de l'Ukraine. Cette actualité géopolitique chargée bouscule l'agenda européen et n'aide pas à accélérer les discussions sur le pacte asile et migration. D'autant qu'à côté des règlements sur la gestion de l'asile et sur la procédure aux frontières, dont s'occupent nos 2 députés, il faut aussi négocier d'autres textes, notamment sur le filtrage et sur les situations de crise. La crainte de revivre l'échec de 2016 commence à se profiler. À l'époque, une première tentative de réforme de l'asile était tombée à l'eau faute d'accord. Pour éviter ce scénario, les rapporteurs du Parlement ont voulu ouvrir très tôt le dialogue avec les États membres. Nous avions tous conscience que les discussions sur nos textes n'avançaient pas assez vite. Il nous fallait nous rapprocher du Conseil des ministres. Les rapporteurs du Parlement européen sont indépendants, mais on ne pouvait pas prendre des positions trop écartées, comme ça avait été le cas au mandat précédent, au risque de ne pas pouvoir aboutir au moment où il nous fallait trouver un compromis entre nous. Et donc, nous avons installé une commission ad hoc qu'on appelait le groupe de contact avec les 5 présidences à partir de la française jusqu'à l'actuelle, donc les Belges. Et selon Fabienne Keller, ce dispositif inédit a porté ses fruits. Cela nous a permis d'avoir une approche par paquet, le Conseil qui n'en voulait pas l'a accepté, et puis de parler des principaux points de blocage, enfin d'établir des liens entre les exécutifs et les rapporteurs, à nouveau en toute indépendance, mais quand même dans cette volonté d'aboutir avant la fin du mandat, et nous l'avons écrit dans un texte commun, que chacun ferait tous ses efforts pour que nous puissions arriver à un compromis, à un accord. Finalement, les principaux textes du pacte sont approuvés le 28 mars 2023 par la Commission des libertés civiles et des affaires intérieures du Parlement. Le 20 avril 2023, le Parlement européen confirme en plénière la décision de la Commission des libertés civiles et des affaires intérieures et vote sa position de négociation sur les principaux textes du pacte à Strasbourg. 6 semaines plus tard, le 8 juin, les ministres de l'Intérieur des 27 se mettent d'accord à Luxembourg sur une procédure accélérée obligatoire aux frontières et sur le principe de solidarité obligatoire entre États pour soulager le pays en première ligne. Maria Malmer Stenergaard, la ministre suédoise chargée des migrations, n'en revient pas. Le texte, voté à la majorité qualifiée, est salué par le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Piantedosi. L'Italie retient en somme qu'il est toujours possible de faire quelque chose de plus, mais il est clair que nous devions trouver un compromis. Nous sommes très satisfaits, c'est un bon début. La Hongrie, en revanche, qui n'a pas voté le texte, ne cache pas sa déception. Car si Giorgia Meloni et Viktor Orban sont proches politiquement sur la question migratoire, chacun défend ses intérêts. Pour l'Italie, confrontée à des arrivées de demandeurs d'asile massives, la solidarité européenne est indispensable. La Hongrie, en revanche, ne veut accueillir personne et s'y oppose catégoriquement. Pour l'eurodéputé du Fidesz, Paula Hidvegi, le texte est un échec. Le problème, c'est que cet accord n'est pas une solution au problème de longue date de l'immigration clandestine en Europe. Il ramène la vieille idée des quotas migratoires et de la redistribution des migrants illégaux qui est sur la table depuis un certain temps. Cette idée s'est révélée être un échec spectaculaire. Elle n'a pas résolu la crise de l'immigration clandestine en Europe. Au contraire, elle a contribué à l'aggraver. Le Conseil doit encore voter le règlement sur les situations de crise. Il comporte, lui aussi, un mécanisme de solidarité renforcé, auquel s'opposent la Pologne et la Hongrie, mais également la mise en place d'un régime dérogatoire moins protecteur pour les migrants.
L'Allemagne s'y est longtemps opposée avant de trouver un compromis. C'est ensuite l'Italie qui a manifesté son désaccord en essayant de faire passer une mesure obligeant les ONG à faire débarquer les demandeurs d'asile dans les pays dont leur bateau bat pavillon. Alors que les États membres s'écharpent, l'actualité vient à nouveau rappeler l'urgence. Le 13 septembre 2023, quelques 6000 migrants accostent sur l'île italienne de Lampedusa en 24 heures. Là, il y a 6000 personnes qui viennent d'arriver d'un coup sur l'île. C'est une situation extrêmement compliquée. Nous nous efforçons de continuer à garantir au prix d'efforts considérables les services de base à ces personnes, mais ce n'est pas évident. Le 4 octobre 2023, un accord de principe est finalement trouvé à Bruxelles, à la veille du sommet européen de Grenade. Triste ironie du sort, une embarcation de 280 migrants, un record pour l'Espagne, débarque au même moment aux îles Canaries. Pour le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, qui accueille le sommet, il y a urgence. Ce qui ne peut pas arriver, c'est qu'il y ait certaines zones dans notre pays, comme le sud de l'Espagne, les îles Canaries ou les îles Baléares, qui soient les seules à faire face et à assumer tout ce phénomène de migration irrégulière, sans la solidarité du reste des pays européens. Je pense donc que nous avons atteint un point d'équilibre qui est bon pour l'Espagne. Les principaux règlements du pacte votés par le Conseil, les négociations en trilogue peuvent commencer. Concrètement, il s'agit de discussions entre des représentants du Parlement, du Conseil et de la Commission pour parvenir à un accord de principe sur les textes. Et comme toujours, le temps des arbitrages est aussi celui des renoncements. Alors que le Parlement tenait à éviter d'envoyer en procédure accélérée les familles avec enfants, le Conseil a refusé de revenir sur sa position. Mais à défaut d'obtenir gain de cause, le Parlement a réussi à imposer des garanties sur les conditions d'accueil des enfants, nous explique Fabienne Keller. Nous avons cédé sur un certain nombre de dispositifs auxquels nous étions attachés, mais cela s'est fait de manière équilibrée. Par exemple, je ne voulais pas que les familles soient intégrées dans les procédures aux frontières. Les ministres craignaient que des enfants soient pris par des groupes d'adultes comme prétexte pour permettre d'éviter ces procédures, et nous avons pu obtenir des garanties sur les conditions d'accueil des enfants et la suspension de ces procédures dès lors que ces conditions d'accueil ne permettaient pas d'assurer le respect dû aux enfants et l'accès à l'éducation, l'accès aux soins. Damien Carême garde, de son côté, un souvenir amer de ces négociations. Et là, ça a été horrible, les négociations, extrêmement dures. Un conseil qui était un mur, qui veut qu'une chose, c'est une Europe forteresse, c'est des accords avec les pays tiers. Permettre à des pays de s'asseoir sur les règlements et les directives au cas où elles sont submergées de demandes. Enfin, c'est complètement fou ce qui s'est passé. Et moi, je le regrette, mais le Parlement s'est couché devant le Conseil. L'eurodéputé déplore notamment le passage en force du Conseil sur ce qu'il a appelé l'instrumentalisation. Loukachenko, en Biélorussie, a mis quelques milliers de migrants à la frontière avec la Pologne pour faire peur en fait à l'Europe en disant regardez, comme vous m'embêtez, moi je vais vous envoyer des migrants puisque vous avez peur des migrants, je vais vous en mettre plein à la frontière et ça on appelle ça ce qu'on appelle l'instrumentalisation. Le 18 décembre 2023, alors que s'ouvre le dernier volet des tractations, l'ancien maire de Grande-Synthe publie une tribune dans Le Monde dénonçant une réforme de la honte. Il reste à ses détracteurs 48 heures pour tenter de la modifier. Je me souviens, à 23h30 la dernière nuit, après ça a été repoussé à 1h30 du matin, à 3h du matin, à 4h30, finalement pour être convoqué à 6h30 du matin, et à 6h30 du matin, on nous met sur la table une proposition de compromis qui a été validée par les 3 groupes principaux, SND, Renew, PPE, et donc à partir de là, il y a la majorité, donc vous pouvez dire ce que vous voulez à côté, ils s'en foutent, et ils signent l'accord tel qu'il a été trouvé là. Le 20 décembre 2023, le Parlement européen et les États membres adoptent ainsi à Bruxelles les différents textes du pacte Asile et Migration. Malgré les déceptions inévitables, c'est une victoire pour la présidente du Parlement, Roberta Metsola. Les Européens sont parvenus à un consensus sur l'un des dossiers qui les divise le plus. Je suis entourée de collègues qui n'ont pas dormi depuis des jours et des nuits.
C'est un moment très émouvant. Je pars d'un angle personnel. Je viens d'une île de la Méditerranée et je sais exactement de quoi on parle en disant que nous nous sommes enfin mis d'accord sur le pacte asile et migration, probablement l'accord le plus important de ce mandat. C'était la préoccupation numéro 1 des citoyens en 2019. Cela reste la préoccupation numéro 1 de beaucoup d'entre eux. Le rapporteur Thomas Tobé du Parti populaire européen se félicite lui aussi de l'accord décroché en trilogue. Il est clair maintenant que ce que vous trouverez dans ce pacte, c'est enfin la reconnaissance que nous avons des États membres qui sont sous une pression migratoire particulière à cause de la Convention recherche et sauvetage. Et nous aurons désormais un pourcentage d'affectation clair de la réserve de solidarité qui sera établi. Cela veut dire beaucoup pour certains pays, et je voudrais spécifiquement mentionner l'Italie. Reste désormais à faire voter définitivement ces textes avant la fin de la législature. Et pour Fabienne Keller, le travail continue. Ce n'est jamais une formalité quand il y a un vote. C'est un sujet de discussion. Les collègues qui ne sont pas spécialisés prennent connaissance du texte dans le détail, s'inquiètent de certaines dispositions. J'ai passé cette semaine à avoir de nombreux rendez-vous pour expliquer à des collègues certaines dispositions de textes très longs. Le mien, par exemple, comporte 80 articles. Les discussions en ont d'ailleurs complexifié certains, parce que c'est comme ça. Quand on fait des compromis, souvent, on écrit des choses encore un peu plus compliquées. Hasard du calendrier, l'adoption du pacte asile et migration est tombée en plein débat sur la loi immigration française. Au niveau national, la controverse est venue de la question de la régularisation des travailleurs sans papier dans les secteurs en tension, défendue par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. On parle de travailleurs qui sont en irrégularité du point de vue du droit du séjour, mais en régularité du point de vue du droit du travail. C'est ça notre difficulté. On parle de gens qui sont déjà sur le sol national et qui ont des fiches de paye, et parfois des contrats de travail. Et ces gens qui ont des fiches de paye payent des impôts avec l'impôt à la source, puisque un taux neutre s'applique, payent des cotisations, et pour autant n'ont pas les droits qui relèvent du travailleur. Donc il y a deux solutions. Soit on expulse ces personnes en commençant par condamner les entreprises qui embauchent ces personnes de cette manière, bien, soit on régularise une partie ou toute partie de ces personnes. En toile de fond, des difficultés de recrutement sont partagées par de nombreux pays d'Europe. Le constat fait espérer à Fabienne Keller l'adoption prochaine d'un autre texte européen sur la migration légale. Le texte sur la migration légale est encore en discussion, mais nous espérons, du côté du Parlement, en tout cas du Parlement européen, qu'elles pourront aboutir en même temps que le pacte, enfin concrètement avant la fin du mandat, donc avant le printemps, au moment où la démographie européenne est très défavorable. Nous savons que nous avons besoin de migration, donc parlons-en, évaluons les besoins. Décisive, un podcast produit par Bababam pour le Bureau en France du Parlement européen, écrit par Margot Léridon et présenté par Victor Dequiver.